Bonjour à tous, je me trouve aujourd'hui dans le superbe cadre du musée maritime de Nouméa pour vous faire découvrir le service des phares et balises. En effet, en Nouvelle-Calédonie, l'activité des bateaux est intense. Alors quels dispositifs sont mis en place pour aider à la navigation? Comment fait-on pour signaler les dangers potentiels qui guettent les bateaux? Enfin, comment se font le tracé des routes maritimes et des accès aux ports? La réponse tout de suite dans Entre terre et mer. Pour commencer, je vais vous parler du métier d'hydrographe. Pour vous donner tout de suite une petite idée, eh bien, un hydrographe, c'est celui qui est chargé d'élaborer les cartes maritimes. Direction la baie de Poro pour en savoir plus. Première manip de la journée, donc pour nos travaux en mer, on a besoin d'une référence terrestre, une station GPS en permanence là, qui nous permet d'émettre des corrections précises pour la localisation du bateau. Équipataire Johanna. Ouais, Johanna, tu peux me confirmer bonne réception de la station? C'est bon, on reçoit bien la ref. Ok, merci, on a terminé, on va rallier le bord. Pour réaliser les levées hydrographiques, on met en œuvre un certain nombre de matériel. Donc on a quelques exemples ici. Donc là vous avez le sondeur latéral. Donc c'est un engin qui est remorqué par le bateau, qui est équipé de transducteurs et qui nous donne une image acoustique du fond. Pour faire les prélèvements de sédiments, on utilise une benne à godet, donc qui nous permet de faire les prélèvements de sable, de vase, voilà. Donc là on utilise un appareil qui mesure la célérité du son dans l'eau, donc la vitesse du son dans l'eau. C'est une mesure qu'on effectue quotidiennement, qui est nécessaire pour l'emploi de nos sondeurs. On a besoin de connaître les caractéristiques physiques de l'eau de mer, donc température, salinité et la vitesse de propagation du son dans l'eau. Les sondeurs ont besoin d'être étalonnés, calibrés quotidiennement et cette mesure-là nous permet d'avoir un sondeur le plus précis possible. Le technicien hydrographe est chargé donc sur le terrain, donc une partie maritime et une partie terrestre, donc de différentes mesures et de l'acquisition des données qui contribuent à la rédaction et à la tenue à jour des ouvrages nautiques, dont les cartes marines par exemple. Les cartes marines ou les avis aux navigateurs, les livres des feux, enfin, c'est un domaine assez varié, mais on travaille essentiellement pour la mise à jour des cartes marines. Donc là, actuellement, nous nous trouvons dans la zone, on travaille devant Poro, donc Poro qui est un port de chargement de minerais pour le nickel. Donc à la demande des pilotes, on vient effectuer ce qu'on appelle un levé bathymétrique, donc des mesures de fond. Donc la boîte ici qui fait 1000 mètres de large. Donc, on vient améliorer la connaissance des fonds sur une zone d'activité des minéraliers. Dans le sens de la sécurité nautique, hein. C'est vraiment le cœur de notre activité. En fait, il y a ce qu'on appelle donc la voie recommandée, c'est cette partie-là, d'accord? C'est la boîte que tu as ici. Et représenté par les deux cercles ici, tu as les points de mouillage qui sont utilisés par les pilotes. Donc ce qu'on appelle un point de mouillage, hein, c'est très concrètement les minéraliers d'un tonnage assez important vont se présenter sur le point de chargement du minerai et ils ne peuvent mouiller, donc jeter l'ancre que sur un point qui est vraiment très sûr en termes de navigation et de sécurité nautique. C'est vraiment
il faut qu'ils aient un mouillage sûr, donc sans obstruction, sans point de croche pour l'encre. Si tu es sûr d'avoir la tête avec un profil, ça suffit. Ok. Mais tu rajoutes autant de profil que nécessaire. Ma collègue Johanna, nous sommes techniciens donc, du CHOM. Le CHOM, c'est le service hydrographique et océanographique de la marine. Donc, c'est l'établissement en métropole et outre-mer qui est responsable de l'information nautique au sens large. Donc là, on est missionné par le CHOM. Il y a une commission hydrographique qui se réunit 2 fois par an en Nouvelle-Calédonie, qui fait intervenir différents acteurs de la mer. À ce moment-là, l'antenne du CHOM, donc ici en Nouvelle-Calédonie, recueille différents besoins. Au vu de ces besoins, elle oriente ses missions et le programme annuel. Donc, quand on effectue un lever sur la zone de Poro notamment, en amont, on fait un préparatif avec notre établissement principal qui se trouve à Brest, pour s'assurer vraiment de prendre en compte tous les besoins en termes de cartographie, en termes de travaux terrestres et mise à jour de la documentation nautique. Donc ça demande un certain travail de préparation. Et donc, une fois pris en compte les besoins, on va dire, des clients, et une fois pris en compte l'historique des données et l'état de notre connaissance de la zone, là, on peut déployer le bâtiment pour le lever à proprement dit et effectuer les mesures. Donc là, actuellement, Johanna est au poste d'opérateur hydro. Donc elle est en charge de l'enregistrement des données. Elle contrôle qu'on a une bonne localisation, que le sondeur fonctionne correctement, et par des échanges réguliers avec la passerelle, elle indique les routes qu'on aura besoin de suivre pour notamment détecter les obstructions. Donc, là vous avez un exemple de remontée de fond ici sur l'écran. Donc là c'est la visu sondeur. C'est une visu en temps réel du fond. Donc là on voit très bien, on distingue très bien les structures. Donc il y a un échange permanent avec la passerelle. Pour le suivi des routes. Ok, c'est parti. Début de profil. Johanna vient d'indiquer donc début de profil, donc ça signifie qu'on est passé en phase d'enregistrement des données. On est en présentation sur un axe de mesure, dans ce qu'on appelle des profils. Et le début de profil signifie qu'on est en train d'enregistrer les données. Donc là c'est le bateau. Et là, c'est le profil. Fin de profil. Enfin, l'origine, elle remonte en fait en partie, on va dire, au naufrage du Titanic. Donc suite à cette catastrophe, il y a eu la convention SOLAS donc de créer. Les États ont mis en place des moyens en fait pour justement faire donc des cartes marines, le balisage pour justement assurer la sécurité des gens en mer. Des plaisanciers comme des professionnels. Voilà. Hop, profil suivant affiché, c'est un traversier également. Oui. Concernant les suivis de profil et l'hydrographie, donc en passerelle, il y a un report permanent des informations de suivi de profil, différentes données qui permettent aux barreurs de suivre au mieux les routes prévues, les routes tracées. En l'état actuel de notre mission, on a fait à peu près, pour vous donner un ordre d'idée, on a 150 000 sondes qui sont enregistrées, d'accord, pour une zone qui fait 1000 mètres de large et 2500 mètres de long. Au vu de ces travaux réalisés sur le terrain et après différents traitements,
Les données vont être envoyées vers le CHOM, qui est l'établissement référent en termes de cartographie marine. Et pour vous donner un ordre d'idée, sur une zone telle que celle-ci, on peut être amené à faire, on va je pense, arriver à 200 000 sondes, donc 200 000 mesures. Et le cartographe, lui, ne pourra en retenir que 2 ou 3 sondes. Mais si vous voulez, en termes de sécurité nautique, avant de porter ces sondes sur la carte, lui, il a besoin de s'assurer de l'intégrité et il veut une connaissance fine de la zone. À l'issue de notre mission, il va falloir qu'on restitue une image complète de cette zone-là avant le travail des cartographes et avant vraiment une mise à jour des ouvrages nautiques et des cartes. Je pense que vous avez mieux compris maintenant le métier d'hydrographe. Mais pour que cela soit bien clair pour tout le monde, je vous propose de partir pour Lifou, où nous avons rendez-vous au port de Houé avec les techniciens des phares et balises, qui vont nous expliquer comment se passe leur travail au quotidien. Aujourd'hui, nous sommes en bas du pied du phare du Cap des Pins, situé à Lifou. C'est un phare de premier ordre qui sert d'atterrissage pour les navigateurs venant de l'Est. Avant d'arriver sur la Grande Terre, ils approchent l'archipel des Loyautés et c'est le premier phare qui leur sert d'atterrissage. Donc ce phare fonctionne de manière autonome, il est alimenté par l'énergie solaire avec des panneaux photovoltaïques. Donc il a une portée de 18 000 nautiques. Alors, le service des phares et balises de la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, entretient 377 établissements de signalisation maritime qui vont du simple espar jusqu'au phare Amédée. Nous sommes 23 agents pour réaliser ce métier. Nos missions sont donc de baliser les écueils divers qu'il peut y avoir dans le lagon et donc d'amener une aide à la navigation pour les capitaines et les navires en mer. Le but est bien de guider le navire depuis le large vers le port. Alors aujourd'hui, le service des phares et balises, pour réaliser cette mission d'entretien des feux et du balisage maritime, est constitué de plusieurs métiers. Nous avons bien sûr des marins pour tout ce qui va consister à entretenir ou à poser du balisage maritime, mais il existe aussi du balisage terrestre. Nous avons des phares type le Cap des Pins aujourd'hui. Donc ces métiers regroupent des électrotechniciens pour l'entretien des feux. Nous avons aussi des chaudronniers, des soudeurs, des peintres pour les traitements anti-corrosion de ces établissements qui sont soumis à l'agression de l'air salin régulièrement. Donc ça nécessite beaucoup d'entretien. Nos interventions types consistent à avoir une maintenance préventive sur les systèmes électrotechniques des feux, notamment vérifier la tension des batteries pour ne pas avoir des pannes suite à un mauvais fonctionnement de charge. Ça implique aussi de nettoyer les panneaux solaires qui sont régulièrement souillés par le guano et donc qui réduisent le rendement de photovoltaïque. Ça, c'est de l'entretien terrestre, mais nous avons aussi le même type d'intervention sur des feux en mer, où là, ça implique l'intervention du baliseur, des marins. Et comme aujourd'hui, on peut aussi intervenir sur le remplacement et l'usure des chaînes. Et donc, régulièrement, tous les 18 mois, on relève la ligne de mouillage complète d'une bouée. Et si le degré d'usure est anormalement haut, et on remplace la bouée et on contrôle aussi tous les autres organeaux qui servent au mouillage de cette bouée. Aujourd'hui, les techniques de balisage évoluent et notamment nous remplaçons au fur et à mesure les bouées
dans la mesure du possible, par des systèmes à mouillage tendu, ce qui permet d'éviter le ragage de la chaîne et donc son usure sur le sol, et par la même occasion des coûts d'entretien qui sont réduits et minimisés. De la même façon qu'il y a 100 ans, on pouvait avoir des bouées au gaz, aujourd'hui nous sommes passés sur des bouées, des feux à type la LED, et ce qui a une énergie moindre et surtout une luminosité et une clarté et donc une lisibilité pour le marin qui est bien au-dessus des anciens systèmes. Les progrès technologiques aidant, nous nous sommes appuyés dessus et avec une forte volonté de moderniser le parc, on est arrivé à aujourd'hui utiliser des matières moins sensibles à la corrosion, des matières qui sont teintées dans la masse qui évitent de refaire des peintures, en tout cas pour ce qui concerne un certain nombre d'éléments de balisage, je vais dire à caractère léger ou de proximité en fait, hein. On est du balisage très proche. Ensuite, pour les matériels un peu plus puissants, on va dire qu'on est sur des supports acier et là on utilise donc des techniques d'entretien et de protection anti-corrosion assez sévères et on essaye d'utiliser en tous les cas au maximum l'aluminium ou les matériaux inoxydables pour essayer de faire perdurer dans le temps les infrastructures. Le balisage maritime est primordial pour la sécurité de la navigation. Ça reste bien entendu une aide à la navigation pour le capitaine quand il est en passerelle, mais ça permet aussi d'avoir un lagon aujourd'hui balisé convenablement qui permet d'éviter de nombreux écueils. Ça participe à la sauvegarde de la vie humaine en mer. Ça participe aussi indirectement à la protection de l'environnement en évitant une grave catastrophe qui pourrait être un échouage d'un paquebot ou un autre navire et qui aurait des conséquences très graves sur l'environnement marin. Et les systèmes sont relativement fiables. Nous rencontrons très peu de pannes. Ce que l'on peut déplorer, c'est beaucoup d'actes de vandalisme qui sont des comportements inacceptables sur un ouvrage qui participe à la sauvegarde de la vie humaine en mer. S'il y a un message à faire passer aujourd'hui, c'est respecter le balisage maritime et les feux. Ce que vous venez de voir, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais il y a encore quelques années, tout ce travail de surveillance revenait à notre célèbre phare Amédée. Allez, petit retour dans le passé pour aller découvrir toute l'histoire de notre réputée vigie calédonienne. Le phare Amédée a d'abord été érigé à Paris, chez le constructeur Rigolet, en 1862, dans la cour de l'entreprise Rigolet. Et pendant 2 ans, il a été montré, exhibé en quelque sorte à tous ceux qui pouvaient y aller, aux Parisiens, qui n'hésitaient pas à venir le visiter, à monter même dans le phare, aller jusqu'en haut pour admirer l'œuvre qui venait d'être réalisée. De 1862 à 1864, il est donc exposé à Paris et ensuite il faut qu'il vienne en Nouvelle-Calédonie. Donc là ça se complique un petit peu parce qu'on ne trouve pas de bateau pour emmener le phare. Il faut savoir quand même que le phare, une fois démonté, il pesait, enfin même avant d'être démonté, il pesait 500 tonnes. Hein, donc c'est pas rien dans un bateau. C'est 1265 colis, hein, donc il a fallu les caser. Et 1864, c'est une date assez importante aussi pour la Nouvelle-Calédonie parce que c'est le début du bagne. Et donc il y a beaucoup de bateaux de l'administration française, de l'État, qui viennent en Nouvelle-Calédonie. Mais bien sûr, non pas pour transporter des phares en pièces détachées, mais des bagnards.
Donc il faut trouver un bateau et on finit par en trouver un, mais non pas un bateau de l'administration française, mais un bateau privé, l'Émile Pereire, qui donc convoie le phare qui a été démonté en pièces détachées du Havre jusqu'à Nouméa. Et à partir de Nouméa, tout est transféré, transporté à bord de l'Iphigénie, qui est le premier bateau qui a amené des bagnards en Nouvelle-Calédonie. Et donc de Nouméa à l'îlot Amédée, le phare arrive en pièces détachées avec l'Iphigénie. Le phare et son optique. Le choix de localiser le phare Amédée sur l'îlot Amédée ne s'est pas fait tout de suite. Ça a été réfléchi en amont à Paris par la commission, qui, elle, au départ, préconisait plutôt l'île des Pins, parce que c'était le passage obligé des bateaux qui venaient de l'étranger. Assez rapidement, et notamment ça vient des hydrographes qui ont travaillé en Nouvelle-Calédonie, donc Bouquet-de-la-Grie et Chambéron, insistent pour que ça puisse être sur l'îlot Amédée, pour que les voiliers puissent rentrer dans le lagon et s'approcher de Nouméa. On est à 45 mètres de haut, on est sur le balcon, la balustrade du phare, qui est ornée de ces étoiles qui sont le symbole des phares et balises en France. Et puis il y a des gargouilles qu'on voit là-haut, qui sont vraiment très représentatifs du soin que Léonce Reynaud, le papa d'Amédée, tenait à rajouter à ce phare, qui finalement était un phare à l'autre bout du monde. Et on peut se dire aujourd'hui pourquoi est-ce qu'il y avait autant de détails. Mais non, pour lui c'était important, c'était sa patte en fait. Il faut savoir que tout près d'Amédée, il y a un autre îlot qui s'appelle Améré. Et Améré, en djoubéa caponais, en langue du sud, en fait, signifie petit tourbillon d'eau, mouvement d'eau, etc. autour d'un îlot. Donc il est fort possible, je mets beaucoup de guillemets parce qu'on n'a pas la preuve, évidemment on n'était pas sur place, mais il est fort possible que effectivement cet îlot, Amédée, se soit appelé initialement Améré. Et quand l'hydrographe a retranscrit sur sa carte, il a mis Amédée. Et en fait, il a d'abord écrit Ahmed, et après, sur la première carte qu'on connaît de cet îlot, il a rajouté un petit « et » à la main. On sent que l'écriture est différente. On va essayer de comprendre le phare de l'intérieur. Alors là, on se trouve dans la chambre de veille où devait se reposer le deuxième gardien, pendant que l'autre s'occupait de la lanterne. Et c'est la seule partie où on a du bois, puisque tout le reste est en fer et en tôle. Léonce Reynaud, l'architecte du phare Amédée, a conçu cette structure métallique qui est assez proche de ce qu'on connaît à Paris, à savoir la Tour Eiffel. Ce n'est pas Gustave Eiffel qui a construit le phare Amédée. Lui avait choisi de construire des édifices qui pouvaient se mouvoir avec le vent, etc., des choses très souples. Et le fait d'habiller une structure métallique souple, pour lui, c'était vraiment une aberration, contrairement à ce qu'a fait Léonce Reynaud, donc l'architecte du phare Amédée. C'est-à-dire qu'il a construit cette structure et par-dessus, il a voulu qu'il y ait une enveloppe qui habille cette structure. C'était aussi pour la protéger, parce qu'il connaissait un petit peu l'environnement, le fait que ce soit dans un milieu marin, tropical, etc. Et donc le fait d'avoir une enveloppe avec des tôles, des plaques de tôle autour de cette structure métallique, ça protégeait des embruns marins, et la preuve c'est qu'aujourd'hui l'édifice est toujours là. Il faut savoir qu'il y a plus de 1000 boulons qui ont servi pour l'assemblage de cette ossature. C'est un phare absolument unique en France à l'heure actuelle, de ce point de vue-là, point de vue de sa structure métallique. Il y en a eu un deuxième qui a été construit quelques années plus tard, 2 ans plus tard exactement, au Roches d'Ouvre, sur les Côtes d'Armor en France, mais qui a été détruit
pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc aujourd'hui, Amédée est l'unique survivant de cette période phare métallique en France. Et le jour de l'inauguration, c'est aussi le jour de l'allumage du phare. À partir de là, le phare ne cessera pas de conduire les bateaux vers Nouméa. Et donc commence le travail des gardiens de phare qui ne cessera qu'au début des années 1990. Voilà, cette émission touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre fidélité. Rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de votre magazine Entre Terre et Mer. À bientôt!